En décembre 2025, une lettre officielle fait basculer l'Afrique de l'Ouest en quelques heures. Le retrait soudain de la Guinée-Bissau des cadres régionaux ne relève pas du symbole. Il reconfigure l'équilibre stratégique, économique et diplomatique du Sahel jusqu'à l'Atlantique. Que signifie, pour les États enclavés et pour les citoyens ordinaires, cette ouverture maritime portée par la vision d'Ibrahim Traoré ? Le désert touche désormais la mer. Ce récit propose de comprendre ce que ce basculement change réellement, au-delà des slogans et des réactions immédiates. Il ne s'agit pas seulement d'un retrait institutionnel, mais d'un déplacement des priorités où la souveraineté cesse d'être déclarative pour devenir opératoire. Le bénéfice attendu est clair, relier décisions politiques, infrastructures concrètes et effets mesurables sur la vie quotidienne. L'enjeu est élevé, car cette recomposition intervient dans une région marquée par des décennies de dépendance économique, de médiation extérieure et de corridors contrôlés par d'autres. En ouvrant une continuité territoriale entre le Sahel et l'océan, les États concernés testent une autre logique d'intégration, fondée sur l'accès direct aux échanges, aux ressources et aux marchés. Mais le risque est symétrique. Une telle rupture peut entraîner des frictions diplomatiques, des ajustements commerciaux coûteux et des pressions politiques accrues. Le pari consiste donc à savoir si une stratégie d'autonomie peut produire de la stabilité plutôt que de l'isolement. C'est cette tension entre promesse de maîtrise et coût de la transition que l'analyse va examiner pas à pas. En moins de 24 heures, une décision diplomatique a modifié l'accès maritime de 3 pays enclavés. Pour la première fois, le Mali, le Niger et le Burkina Faso disposent d'une continuité logistique directe vers l'Atlantique, sans intermédiaire institutionnel régional. Ce basculement n'est pas né d'un coup d'éclat isolé. Il s'inscrit dans une accumulation de tensions entre les régimes sahéliens et les cadres d'intégration hérités de l'après-guerre froide. Sanctions, suspensions et avertissements se sont succédés, nourrissant l'idée que l'intégration existante fonctionnait davantage comme un mécanisme de discipline que comme un levier de développement. Dans ce climat, la souveraineté a cessé d'être un mot d'ordre abstrait pour devenir un critère d'action. Quelques semaines avant la rupture, les signaux étaient visibles. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insistait publiquement sur une souveraineté mesurable, évaluée par la capacité à construire, financer et relier des infrastructures sans conditionnalité extérieure. À Bamako et à Niamey, des discours similaires lui trouvaient un écho croissant auprès d'une jeunesse lassée des promesses différées. Le terrain idéologique était déjà préparé. La Guinée-Bissau, nouvellement dirigée après un changement de pouvoir, s'est retrouvée au centre de cette recomposition. Pays côtier longtemps perçu comme périphérique, elle détenait pourtant un atout décisif, l'accès à l'océan. En choisissant de rompre avec l'ordre régional établi, son nouveau leadership n'a pas seulement défié une institution, il a redessiné une carte. La géographie, jusque-là contrainte, devenait un argument politique. Un exemple concret illustre cette bascule. Dans les jours suivant l'annonce, des opérateurs logistiques sahéliens ont commencé à évoquer des itinéraires directs vers Bissau, réduisant les dépendances aux ports historiquement dominants. Ce déplacement mental, plus encore que la décision formelle, marque le véritable changement. La question posée au début trouve ici un début de réponse. L'ouverture maritime n'est pas un symbole, c'est un levier. Pour comprendre comment une décision abstraite devient un changement tangible, il faut observer ceux qui traduisent la stratégie en gestes concrets. À Bissau, ce rôle est incarné par des administrateurs portuaires et des ingénieurs civils soudain placés au cœur d'un projet continental. Leur mission n'est pas idéologique, elle est pratique. Adapter des quais, sécuriser des accès, organiser des flux qui n'existaient pas encore. Dans les premières semaines, les effets sont modestes mais révélateurs. Des équipes techniques venues du Sahel effectuent des repérages conjoints avec leurs homologues côtiers. Les discussions portent sur des choses simples: profondeur des bassins, capacité de stockage, état des routes secondaires. Ce sont des détails, mais ils signalent un basculement du discours vers l'opérationnel. Un premier signe permet de mesurer l'impact précoce.
Un corridor routier, longtemps considéré comme secondaire, devient prioritaire parce qu'il relie directement une zone de production intérieure à un point d'embarquement potentiel. Pour les autorités locales, cette requalification change la hiérarchie des investissements. Pour les habitants, elle signifie des chantiers, donc du travail, donc une présence accrue de l'État. Dans le même temps, au Burkina Faso, des responsables des infrastructures présents dans ces échanges techniques comme la continuité logique d'une politique déjà engagée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'idée que routes et ports constituent un même système s'est imposée dans les cercles décisionnels. L'accès à la mer n'est plus vu comme une dépendance extérieure, mais comme l'extension naturelle d'un réseau intérieur. Ces impacts restent limités à court terme et nul ne parle encore de transformation économique massive. Mais le signal est clair, la recomposition n'est plus seulement racontée, elle commence à s'inscrire dans des plans, des cartes et des calendriers. C'est là que se joue le véritable enjeu, transformer une rupture politique en bénéfice concret et durable. Avant la rupture, le paysage semblait figé. Les États du Sahel évoluaient dans un cadre régional où les décisions majeures passaient par des médiations longues, souvent conditionnées, et où l'accès aux infrastructures stratégiques dépendait d'accords extérieurs. Les discussions avec les institutions régionales s'éternisaient, tandis que les frustrations politiques et sociales s'accumulaient. Dans ce contexte, la souveraineté restait une revendication, rarement une pratique. L'activation survient avec le changement de pouvoir en Guinée-Bissau. À peine installé, le nouveau leadership hérite d'un dilemme clair, se conformer aux attentes régionales ou redéfinir sa trajectoire. Les premières semaines sont marquées par des signaux contradictoires. Condamnation diplomatique d'un côté, appel au dialogue de l'autre. Pourtant, en coulisses, une autre dynamique s'enclenche. Des échanges discrets ont lieu avec les capitales sahéliennes autour d'une question simple: que peut produire une alliance fondée sur la complémentarité géographique plutôt que sur la conformité institutionnelle? Le point culminant arrive lorsque la décision est formalisée par courrier officiel. Le retrait est annoncé sans phase de négociation prolongée, prenant de court les chancelleries et les organisations régionales. Ce choix rompt avec les habitudes, car il transforme un rapport de force latent en acte concret. En quelques heures, la carte politique de l'Afrique de l'Ouest se recompose. La Guinée-Bissau cesse d'être un État côtier périphérique et devient une pièce centrale d'un ensemble sahélien élargi. À Ouagadougou, la réaction est mesurée mais déterminée. Ibrahim Traoré présente cette décision non comme une victoire ponctuelle, mais comme la confirmation d'une orientation stratégique défendue de longue date. Pour lui, l'intégration ne vaut que si elle permet de construire, de produire et de relier. L'ouverture maritime devient alors l'aboutissement logique d'années d'investissements intérieurs. Le discours insiste sur la continuité. Routes, ports et marchés forment un seul système. Les répercussions sont immédiates. Les institutions régionales convoquent des réunions d'urgence, redoutant un précédent. Les partenaires occidentaux expriment leurs inquiétudes, évoquant des risques de fragmentation et d'instabilité. Dans les rues de Bissau, la perception est différente. La rupture est accueillie comme une libération symbolique. L'idée que le pays n'est plus cantonné à un rôle secondaire dans les échanges régionaux. Dans les jours qui suivent, les effets se diffusent. Des opérateurs économiques commencent à recalculer leurs itinéraires. Des administrations nationales réévaluent leurs priorités d'investissement. Même sans transformation matérielle immédiate, le cadre mental change. Le Sahel n'est plus pensé comme un espace enclavé, mais comme un continuum allant du désert à l'océan. Ces répercussions constituent la phase de transition. Rien n'est encore stabilisé et les coûts potentiels sont réels. Mais la séquence est claire. Une frustration accumulée, une décision abrupte, puis une onde de choc qui redéfinit les possibles. La ligne des événements montre comment un acte politique isolé devient un tournant régional, ouvrant la voie aux preuves concrètes qui seront examinées ensuite. Au point de départ, les économies sahéliennes partageaient une contrainte commune, une dépendance structurelle à des corridors d'importation coûteux et indirects. Avant la recomposition actuelle, une large part des flux commerciaux du Mali, du Niger et du Burkina Faso transitaient par des ports éloignés,
impliquant des délais prolongés, des intermédiaires multiples et des coûts logistiques élevés. Cette situation limitait la compétitivité des productions locales et renchérissait les biens essentiels pour les populations. Un premier élément de changement concerne les infrastructures terrestres. Entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construits ou réhabilités au Burkina Faso sous l'impulsion des autorités actuelles. Ce chiffre est significatif, car il représente presque le double des volumes réalisés auparavant sur une période comparable avec un financement majoritairement extérieur. Chaque kilomètre supplémentaire réduit l'isolement intérieur et prépare une continuité vers les débouchés maritimes. Un autre élément marquant touche aux flux financiers et productifs. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, les revenus issus des ressources minières ont progressé d'environ 35% sur 2 ans, sans contraction de nouveaux prêts internationaux. Cette évolution traduit un déplacement du modèle économique, davantage de captation locale de la valeur, moins de dépendance au financement conditionné. L'écart entre dépendance et autonomie devient ici mesurable, non idéologique. Un troisième repère concerne la balance alimentaire régionale. À l'échelle de l'espace ouest-africain, les importations alimentaires atteignaient environ 2,4 milliards de dollars sur une année récente. Les États sahéliens affirment pouvoir réduire cette dépendance de moitié à l'horizon 2030, grâce à des projets d'intégration agricole et logistique. Cette projection n'est pas une garantie, mais elle fixe un ordre de grandeur. Le potentiel de substitution interne est désormais pris en compte dans la planification. Ces chiffres prennent sens lorsqu'ils sont mis en relation. Plus les investissements dans les infrastructures communes locales augmentent, plus la part des échanges réalisés sans intermédiaire extérieur progresse. L'accès à un port atlantique amplifie cet effet, car il raccourcit la chaîne logistique et diminue la vulnérabilité aux décisions exogènes. La transition ne se mesure donc pas uniquement en kilomètres ou en pourcentage, mais dans la capacité à relier ces données en un système cohérent. Ibrahim Traoré qualifie cet écart de delta souverain, la différence entre une économie contrainte par ses dépendances et une économie capable de financer et d'exploiter ses propres réseaux. Les critiques soulignent les risques de surchauffe budgétaire et d'isolement. Les partisans répliquent par ces indicateurs, qui montrent une tendance plutôt qu'un aboutissement. À ce stade, les preuves quantitatives ne valident pas encore un succès définitif. Elles montrent cependant une trajectoire distincte de celle observée durant les décennies précédentes. Le passage du niveau de départ à l'écart mesurable confirme que la recomposition actuelle n'est pas seulement narrative. Elle s'inscrit déjà dans des données observables, qui serviront de base au débat et aux scénarios à venir. Les critiques de la recomposition sahélienne avancent d'abord un argument économique. Selon eux, sortir des cadres régionaux établis expose les États concernés à une baisse des investissements étrangers et à une contraction des échanges. La Guinée-Bissau, rappelle-t-il, écoulait auparavant une majorité de ses exportations dans des circuits régulés par les institutions régionales existantes. Rompre avec ces mécanismes pourrait donc fragiliser ses recettes à court terme et accroître l'incertitude pour les acteurs privés. Un second argument est politique. Plusieurs observateurs estiment qu'une alliance entre gouvernements issus de ruptures institutionnelles risque de miner la confiance régionale. L'absence de garantie démocratique classique serait, selon cette lecture, un facteur d'instabilité supplémentaire. À terme, cette configuration pourrait justifier des pressions diplomatiques, voire des sanctions, accentuant l'isolement des pays concernés et réduisant leur marge de manœuvre internationale. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils décrivent des risques réels. Toutefois, les partisans du modèle sahélien opposent une lecture fondée sur les données récentes. Sur le plan économique, ils soulignent que la dépendance aux cadres antérieurs n'a pas empêché une stagnation prolongée. À l'inverse, dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, les revenus issus des ressources stratégiques ont progressé sans recours accru à l'endettement extérieur. Cette évolution suggère que la confiance des acteurs locaux peut, dans certains contextes, compenser une prudence internationale temporaire. Sur le plan politique,
La réponse repose sur un déplacement du critère de légitimité. Plutôt que de la mesurer uniquement par des procédures formelles, les dirigeants sahéliens mettent en avant la capacité à produire des résultats concrets. Routes construites, infrastructures financées localement, projets agricoles intégrés, ces éléments sont présentés comme des preuves de stabilité fonctionnelle. Ibrahim Traoré résume cette position en opposant une gouvernance qui agit à une gouvernance qui dépend. La controverse révèle donc une tension plus profonde. D'un côté, un modèle centré sur la conformité institutionnelle et la prévisibilité externe. De l'autre, une approche qui privilégie l'autonomie opérationnelle et l'adhésion interne. Les données disponibles ne tranchent pas définitivement, mais elles montrent que la recomposition actuelle n'est pas dépourvue de fondements mesurables. La question n'est plus de savoir si le risque existe, mais quel type de risque les sociétés concernées jugent désormais acceptable. La géographie change de camp. Ce basculement marque le véritable milieu du récit, car il modifie la logique même des rapports de force. Jusqu'ici, l'enclavement du Sahel imposait une dépendance structurelle, aux routes et aux ports contrôlés par d'autres. Avec l'accès atlantique, cette contrainte cesse d'être une fatalité et devient une variable stratégique. Le centre n'est plus condamné à la périphérie. Cette révélation n'est pas seulement cartographique, elle est mentale. Les décideurs sahéliens commencent à raisonner en termes de continuité territoriale plutôt que de corridors imposés. Les routes construites à l'intérieur prennent soudain une autre valeur, car elles ne mènent plus vers une frontière bloquée, mais vers une ouverture concrète. Le désert et la mer cessent d'être opposés. Pour Ibrahim Traoré, ce moment confirme une intuition ancienne. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'organise par l'espace. En reliant infrastructures terrestres et accès maritime, le projet sahélien change d'échelle. Il ne s'agit plus seulement de résister à des pressions extérieures, mais de redéfinir les conditions mêmes de l'échange. Ce point médian réoriente aussi les attentes. Les débats ne portent plus uniquement sur la légitimité politique ou les réactions diplomatiques, mais sur les usages futurs de cette ouverture. La question centrale devient alors pratique: qui bénéficiera concrètement de ce nouvel agencement géographique et à quel rythme les effets se diffuseront-ils? Pour les États, la première conséquence est stratégique. L'accès atlantique transforme la planification logistique et diplomatique. Les gouvernements sahéliens peuvent désormais négocier des accords commerciaux et sécuritaires en s'appuyant sur une alternative crédible aux itinéraires traditionnels. Cette marge de manœuvre réduit la vulnérabilité aux pressions extérieures et renforce la capacité à arbitrer entre partenaires. Dans ce cadre, l'orientation défendue par Ibrahim Traoré trouve une traduction institutionnelle. L'infrastructure devient un instrument de souveraineté, non un simple support technique. Pour les entreprises, l'effet est plus immédiat et opérationnel. Les producteurs de ressources minières, agricoles et d'élevage voient s'ouvrir la possibilité d'exporter sans multiplier les intermédiaires. La réduction des distances logistiques et des ruptures de charge promet des gains de coûts et de délais. Des coopératives locales émergent pour mutualiser le transport et la transformation, cherchant à capter davantage de valeur sur place. Cette dynamique reste progressive, mais elle modifie les calculs d'investissement et encourage des projets auparavant jugés non viables. Du côté des citoyens, les conséquences se mesurent à une échelle plus quotidienne. Les chantiers routiers et portuaires génèrent de l'emploi, même temporaire, et renforcent la présence de l'État dans des zones longtemps négligées. Les marchés locaux bénéficient d'une meilleure circulation des biens, ce qui peut contribuer à une stabilisation des prix là où les routes deviennent praticables. Au-delà de l'économie, un effet symbolique se dessine. L'idée que le travail local alimente directement un projet régional renforce le sentiment d'appartenance et de dignité collective. Pour l'équilibre régional, enfin, l'impact dépasse les frontières nationales. Les organisations d'intégration traditionnelles voient leur centralité contestée, tandis que de nouveaux formats de coopération émergent. Certains pays côtiers observent cette recomposition avec attention, conscients que des frustrations similaires existent chez eux. Cette situation crée une zone d'incertitude.
soit une coexistence de modèles, soit une reconfiguration plus large des cadres régionaux. Dans les deux cas, la capacité des États sahéliens à maintenir la cohésion interne sera déterminante. Ces effets ne sont ni uniformes, ni garantis. Ils dépendent de la qualité de la coordination, de la sécurité des infrastructures et de la capacité à transformer l'ouverture géographique en avantage durable. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans continuité entre décision politique et exécution technique, l'opportunité resterait théorique. Cette partie referme ainsi la promesse ouverte au point médian, l'accès à la mer n'est pas une fin, c'est un multiplicateur dont les bénéfices varient selon les acteurs et les choix opérés dans la durée. À court et moyen terme, la recomposition ouest-africaine ouvre plusieurs trajectoires plausibles. Le premier scénario, le plus probable, repose sur une stabilisation progressive. La Guinée-Bissau consolide son ancrage dans l'alliance sahélienne tout en maintenant des canaux de dialogue avec les cadres régionaux existants. Les flux commerciaux se réorganisent lentement, sans rupture brutale, et les usages du port atlantique s'intensifient à mesure que les ajustements techniques avancent. Dans ce cas, la coexistence entre deux modèles d'intégration devient la norme. Un scénario plus favorable suppose une montée en puissance rapide du corridor sahélo-atlantique. Les infrastructures terrestres et portuaires s'articulent efficacement, réduisant les coûts de transport et attirant des projets de transformation locale. Les États sahéliens coordonnent leurs investissements énergétiques et logistiques, créant des économies d'échelle. Ibrahim Traoré pourrait alors proposer un mécanisme commun de financement des infrastructures, renforçant la crédibilité d'un développement autofinancé. Cette trajectoire transformerait l'alliance en pôle d'attraction régionale plutôt qu'en simple alternative politique. Le scénario le plus tendu repose sur une intensification des pressions extérieures. Sanctions ciblées, restrictions commerciales ou isolement diplomatique pourraient freiner l'exploitation du corridor. Dans cette hypothèse, chaque cargaison deviendrait un enjeu géopolitique, et la solidarité interne de l'Alliance serait mise à l'épreuve. Les coûts économiques augmenteraient à court terme, obligeant les États concernés à arbitrer entre résilience et concession. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. La variable décisive n'est pas seulement extérieure. Elle réside dans la capacité des acteurs à coordonner leurs choix, à sécuriser les infrastructures et à maintenir la confiance interne. Si la coopération reste fragmentée, l'ouverture atlantique risque de perdre de sa portée. La recommandation centrale sera donc analytique plutôt que prescriptive. Observer les décisions concrètes, les calendriers d'exécution et les indicateurs de continuité permettra de distinguer une transition maîtrisée d'un simple moment politique. La recomposition n'est pas figée, elle se joue dans la manière dont chaque scénario est anticipé, géré et, le cas échéant, corrigé. Au-delà des cartes et des scénarios, la recomposition en cours se traduit par des expériences vécues. Pour un premier groupe, celui des jeunes actifs, le changement se lit dans l'horizon des possibles. Les chantiers routiers et portuaires deviennent des lieux d'apprentissage, où des compétences techniques se transmettent sans passer par l'exil. L'idée d'un avenir construit localement commence à remplacer celle d'un départ nécessaire. Un second groupe, celui des travailleurs informels et des petits commerçants, perçoit l'impact à travers la circulation des biens. Lorsque les routes sont praticables et les délais raccourcis, l'approvisionnement gagne en régularité. Les marges restent modestes, mais la prévisibilité améliore la stabilité des revenus. Ce progrès discret modifie la relation quotidienne à l'économie, moins soumise aux ruptures brutales. Le troisième groupe est celui des agents publics et techniciens locaux. Pour eux, la recomposition crée une responsabilité nouvelle. Les décisions prises à haut niveau se traduisent en calendrier, en normes et en maintenance. Cette proximité entre politique et exécution renforce le sentiment d'utilité, mais expose aussi aux attentes accrues des populations. La crédibilité se construit désormais sur la capacité à livrer. Enfin, un quatrième cercle, plus diffus, concerne les familles et les communautés. L'amélioration des infrastructures facilite l'accès au marché, aux soins et à l'éducation. Même lorsque les bénéfices restent partiels, la perception d'un mouvement collectif nourrit
une confiance prudente. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il devient tangible. Ces résonances montrent que la recomposition n'est pas seulement un enjeu d'État. Elle affecte des trajectoires individuelles et redéfinit les liens entre effort, travail et avenir. 2 gestes simples peuvent accompagner cette transition: s'informer sur les projets locaux et soutenir les initiatives communautaires qui renforcent la continuité. C'est à cette échelle que la durabilité du projet sera réellement éprouvée. Pour transformer l'ouverture atlantique en avantage durable, une méthode claire s'impose. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser la coopération. Les ministères des infrastructures et des transports doivent harmoniser leur calendrier, définir des priorités communes et créer un point de coordination logistique. L'objectif est simple: réduire les délais de transit et clarifier les responsabilités afin que chaque tronçon du réseau soit pris en charge sans chevauchement. Ensuite vient la consolidation productive. Les zones de transformation doivent être rapprochées des axes routiers et portuaires afin de capter davantage de valeur localement. Cela implique des choix industriels ciblés, des partenariats techniques et une planification foncière cohérente. Pour Ibrahim Traoré, cette articulation entre production et circulation est la condition d'une souveraineté effective, mesurable par des flux maîtrisés plutôt que par des déclarations. Puis il faut assurer la sécurisation et la maintenance. Routes, ports et entrepôts doivent rester fonctionnels dans le temps. Les forces locales, déjà mobilisées sur les chantiers, peuvent garantir la continuité des travaux et la protection des corridors. La stabilité se construit ici par la régularité, non par l'exception. Après cela, l'enjeu devient humain et technique. Former des ingénieurs, logisticiens et gestionnaires capables d'exploiter et d'entretenir les infrastructures sans dépendance extérieure devient prioritaire. Universités et centres de formation doivent s'inscrire dans ce projet commun, en alignant programmes et besoins réels. Enfin, il devient essentiel de mesurer autrement. Les progrès ne se jugent pas uniquement par le volume des échanges, mais par la réduction des dépendances, la fiabilité des délais et la part de valeur retenue localement. Cette feuille de route ne promet pas un succès immédiat. Elle propose un cadre d'action, où chaque étape rend la suivante possible et vérifiable. L'image qui revient est simple. Une route poussiéreuse prolongée par une jetée, le bitume rejoignant l'eau salée. Ce motif, esquissé plus tôt, résume la recomposition en cours mieux que n'importe quel discours. Ce qui paraissait fragmenté se relie. Ce qui semblait lointain devient accessible. Pour beaucoup, cette jonction dépasse la logistique. Elle touche à la représentation de soi. Voir un espace longtemps qualifié d'enclavé se projeter vers l'océan modifie l'imaginaire collectif. Le Sahel n'est plus seulement un arrière-plan de crise, mais un acteur qui trace ses propres continuités. Cette transformation psychologique est lente, mais elle ancre les choix politiques dans une expérience partagée. Ibrahim Traoré incarne cette insistance sur la constance plutôt que sur l'éclat. Le projet n'est pas présenté comme une rupture spectaculaire, mais comme une direction tenue. Construire d'abord, expliquer ensuite. Cette sobriété renforce la crédibilité du récit, car elle relie la parole au geste. La scène se déplace alors vers les chantiers et les ports, là où les engins se taisent le soir, mais où la vision demeure. Chaque segment achevé devient un rappel silencieux de l'effort collectif. La phrase qui circule n'est pas un slogan officiel. Elle tient en peu de mots et s'impose par l'expérience. Celui qui relit choisit. Cette conclusion émotionnelle ne ferme pas le débat, elle le recentre. La recomposition n'est pas un événement isolé, mais un processus dont la valeur se mesure dans la durée et dans la capacité à maintenir le lien entre espace, travail et dignité. La recomposition décrite jusqu'ici dépasse le cadre d'un événement politique ponctuel. Elle interroge la manière dont une société choisit de relier ses ressources, ses territoires et ses ambitions. Derrière les alliances et les infrastructures, une question demeure ouverte. Comment transformer une ouverture stratégique en bénéfice partagé sans recréer de nouvelles dépendances ? Pour les observateurs, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de suivre les faits. Quels projets avancent-ils réellement ? Quels délais sont tenus ? Quels groupes sociaux voient leur situation évoluer de façon tangible ? Ces éléments permettent de distinguer une dynamique durable d'un simple moment de rupture.
La vigilance critique devient alors une forme de participation. Pour les citoyens, l'implication peut rester modeste, mais significative. S'informer, comparer les trajectoires, soutenir les initiatives locales qui renforcent la continuité économique et sociale contribue à ancrer le changement dans le quotidien. Le débat gagne à rester ouvert, nuancé et ancré dans le réel. La recomposition sahélienne ne propose pas une réponse définitive. Elle offre un terrain d'observation inédit sur la manière dont l'autonomie se construit pas à pas. La question finale n'est donc pas qui a raison, mais comment ce mouvement sera accompagné, évalué et, si nécessaire, corrigé collectivement.